Pour m'accompagner ce soir dans Punchline, Jean-Christophe Gallien. Bonsoir. Bonsoir. Politologue et amoureux d'Europe 1, vous avez bien raison. C'est Jean-Michel Salvatore est là. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Merci d'être fidèle à Europe 1, ancien conseiller de l'Élysée, ancien haut-commissaire au plan. Commissaire général. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis au plan Parce que ça, c'est la dénomination c'est le truc du jour. C'est plus du tout la même chose. C'est pas le menu du jour. Ancien haut-commissaire général et ancien député. Nous sommes parfaitement exacts sur Europe 1, sur les intitulés de nos invités. Henri Guénaud, commençons par peut-être l'actualité au Parlement français avec cet énième 49.3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un compromis en suit un autre et que finalement l'histoire se répète et on va continuer comme ça à rouler dans une voiture avec un pneu crevé jusqu'en mai 2027 ? D'abord, la voiture avec le pneu crevé, c'était tout à fait prévisible et même certain à partir du moment où le président de la République avait décidé de dissoudre dans un moment d'égarement, je préfère ne pas qualifier davantage. Voilà. Quand vous vous retrouvez avec une assemblée qui est ingouvernable, car c'est le cas, bien forcément, vous ne pouvez pas gouverner. Et donc, la grande illusion a été entretenue les différents gouvernements, c'est que ils allaient pouvoir gouverner, faire des grandes réformes avant l'élection présidentielle. C'était totalement vain. Voilà, il faut attendre les présidentielles pour remettre les choses à plat et pour que les Français donnent un vrai mandat à condition que ce rendez-vous démocratique... Donc jusqu'en 2027, pour l'instant, on n'est qu'à un cas et on ne peut que tousser, éternuer, se dire que... il y avait d'autres choses. Oui, ça sur le plan des réformes. Mais il y a quand même un texte au Sénat en ce moment qui est extrêmement important et qui est examiné par des sénateurs qui travaillent. Vous parlez de la fin de vie ? Oui. Oui, alors ça, on aurait peut-être pu s'en dispenser, mais enfin, c'est un avis très personnel. Non, mais ce que je dis, et vous m'avez compris, Henri Guénaud, c'est que les sénateurs tentent de sauver la copie qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. J'essaie de la corriger, oui. On verra le résultat. Enfin, moi, c'est le principe même me dérange profondément, ça. Enfin, ça, c'est le principe, en réalité, du suicide assisté. C'est-à-dire qu'avant, quelqu'un qui n'essayait pas d'empêcher quelqu'un de se suicider... il était accusé de non-assistance à personne en danger. Et aujourd'hui, si vous êtes obligé de l'aider à suicider. Avant, il fallait essayer de l'empêcher. Voilà. C'est quand même effectivement un bouleversement anthropologique majeur. Voilà, est-ce que c'est l'évolution inéluctable de la société ? Je n'en sais rien, mais tout ça mérite un autre débat. Bien sûr. Restons pour l'instant sur cette adoption du budget. Jean-Christophe Gallien. Je pouvais faire juste une remarque, c'est qu'il y a d'autres sujets quand même. Mais on va en parler. Qu'on pouvait traiter dans cette période-là. Je pense notamment au Mercosur. Ça on n'a pas besoin d'une majorité à l'Assemblée pour traiter ce sujet. On l'a laissé complètement de côté pendant des mois et des mois. Mais est-ce que c'est pas un sujet qui est d'abord un sujet européen et qu'on est sous la coupe des Européens et surtout de Madame von der Leyen ? On est sous la coupe de personne si on ne veut pas l'être. Ah, mais ça. Non, mais c'est quand même... Là, vous touchez un nœud gordien. C'est-à-dire que là, pour le coup, on arrive au cœur du réacteur où si on veut pas, on fait pas. Mais... Oui, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire. Ah oui, mais dans l'histoire. Mais là, on essaye de parler des affaires courantes. Non, mais les affaires courantes, c'est très simple. Ça n'a rien à voir ni avec le déficit, ni avec la dette, ni avec la faiblesse congénitale économique de la France. Ça a à voir avec la volonté politique. Alors, volonté politique. Sébastien Lecornu, il en a une. Il a utilisé le 49.3. On écoute le Premier ministre. Pour le PLF, les choses, vous le savez, sont désormais bloquées. Le texte n'est plus votable, quelles que soient les configurations, quelles que soient les circonstances. Or, nous considérons que la France doit avoir un budget. Le Parlement ne pouvant pas prendre sa responsabilité jusqu'au bout que de donner un budget à la nation à cause malheureusement d'agissements sur différents groupes liés à l'action politique de différents groupes politiques ici qui devront en rendre compte devant les Françaises et les Français et devant l'histoire, le gouvernement engage sa responsabilité sur la partie 1 des recettes du projet de loi de finances pour 2026. Je vous remercie. Jean-Christophe Gallien, on est tous autour de la table, et Tuc Dual-Denis vient de nous rejoindre. Bonsoir, cher Tuc Dual. Jean-Christophe Gallien, on est tous autour de la table, le nez dans le guidon, pour utiliser l'expression, comme quoi on est sous perfusion et on sait exactement ce que les mots utilisent. Mais quand Sébastien Lecornu, le Premier ministre, dit que le budget n'est pas votable, et quand un Français entend ça à la radio, il se dit en fait le budget n'est pas votable, mais on va le voter quand même. Vous vous rendez compte dans quel imbroglio on se trouve aujourd'hui ? Alors on ne va pas le voter, on va l'imposer. C'est ça. Mais
vous savez pourquoi il peut le dire? Parce qu'on est arrivé à un moment où foyers français, entreprises françaises, collectivités territoriales, mairies qui vont se renouveler dans les prochaines municipales ont besoin de connaître la fiction budgétaire française, mais celle du budget de l'État, mais qui est aussi la nécessité pour eux de comprendre dans quel contexte ils vont pouvoir fonctionner. Et donc aujourd'hui, la force de Sébastien Lecornu, dans la faiblesse qui est celle de l'architecture qu'a décrit Henri Guénaud, et donc la force d'Emmanuel Macron, c'est de jouer sur l'idée que oui, il y a des urgences. Et ces urgences, elles sont d'abord budgétaires, puis ensuite elles sont électorales, puisqu'arrivent les municipales. Dans ces urgences-là, du parti que connaît bien Henri Guénaud au Parti socialiste, il y a des partis politiques qui ont besoin de passer ces élections dans une forme de tranquillité de combat. C'est-à-dire que s'il y avait une dissolution législative préalable, eh bien, c'était compliqué. Et pour pouvoir peser en 2027 éventuellement, eh bien, ils ont besoin de pouvoir aller au combat de ces législatives. Donc il y a eu un accord presque à l'allemande, si vous voulez, puisqu'on se déplace un petit peu. On a quelque chose qui ressemble à ce qui se passe entre, si vous voulez, la CDU et le SPD. Ben, on a un petit peu ce qui s'est passé là, au Parlement français, en tout cas à l'Assemblée nationale, avec le Sénat quand même y compris dedans. Et donc, autour de cette fable budgétaire, je le redis, vous avez quelque chose qui est plus politique qui s'est réalisé. C'est ce que je dis, qui s'est réalisé dans un moment qui était favorable. On raconte quand même des histoires aux Français. Vous parlez de femmes. Voilà. Tuc Duhaldenis. Moi, je suis désolé, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je crois pas du tout qu'il s'agit d'habileté politique. Je pense qu'il s'agit de stratégie ultra court-termiste. Je crois pas du tout qu'on puisse comparer ça au modèle à l'allemande, parce que même si c'est effectivement de bon aloi depuis qu'on a cette chambre ingouvernable et qu'on cherche des coalitions introuvables, on compare au modèle allemand, mais dans le modèle allemand, pour lequel j'ai par ailleurs pas une envie profonde qu'on lui ressemble. Vous n'avez pas la même culture politique. Il y a des convergences idéologiques. Là, on me fera pas croire que abandonner la seule réforme à peu près structurante du quinquennat d'Emmanuel Macron pour obtenir les votes des socialistes, c'est une convergence idéologique et un travail de consensus rationnel qui est établi entre la majorité, ce qu'il en reste, les miettes de la majorité d'Emmanuel Macron et le Parti socialiste. Je pense que ce qui est en train de se passer aura des conséquences très lourdes pour ceux qui y participent. Évidemment, le macronisme finissement. Évidemment, les socialistes qui ont le triomphe modeste, je trouve, dans cette séquence, et qui n'assument même pas de tordre le bras de Sébastien Lecornu. Et je parle évidemment même pas des républicains qui, pour le coup, se vautrent dans une espèce d'instinct de survie et qui va leur coûter très cher, parce que oser dire qu'on veut censurer pour le Mercosur, mais pas censurer un budget socialiste, c'est quand même un peu compliqué. Le seul lien idéologique entre le SPD et la CDU, concrètement, aujourd'hui en Allemagne, c'est la peur de l'AfD. La peur de l'AfD. Donc de l'extrême droite. Je traduis parce que tout le monde ne connaît pas les acronymes. Faites bien de le dire. Et donc qui aujourd'hui gouverne quasiment la moitié qu'on appelait Est de l'Allemagne et qui est en train de gagner des parts de marché sur l'Ouest. Donc ce qui les amène à se lier jusqu'en 2029, ce qui leur crée une stabilité, c'est ça et uniquement ça. Jean-Michel Salvatore. Ouais, moi, si on revient un peu en France, moi je trouve que au nom d'une pseudo-stabilité politique, on est en train d'installer une instabilité économique absolument faramineuse. Je trouve que, si vous voulez, c'est une énorme duperie de faire croire aux gens qu'on a intérêt à adopter un budget de la Sécu très vite, un budget de l'État très vite, si c'est pour tous ces renoncements en matière économique. Je trouve que renoncer à la réforme des retraites, c'est une folie. Multiplier les impôts, c'est une folie. Faire 8 milliards de taxes supplémentaires sur les entreprises, c'est une folie. Donc, très honnêtement, la stabilité politique, elle a bon dos. Je pense que toutes ces erreurs économiques, on va les payer pendant des années et des années. Et très honnêtement, je pense que si Olivier Faure avait été Premier ministre, je pense qu'il n'en aurait pas obtenu autant. Henri Guénaud, on parle de stabilité. Le mot est mal choisi. C'est vrai que dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas de stabilité. Alors, le premier objectif, c'est la stabilité gouvernementale. Et elle est absolument indispensable. On a vu tomber je ne parle même pas de ce qui s'est passé avant la dissolution. On a vu tomber le gouvernement de Michel Barnier, puis le gouvernement de François Bayrou. Est-ce qu'on va faire tomber le gouvernement de Sébastien Lecornu ? C'est une vraie question, parce que ça, mais ça a un coût immédiat considérable. Là, vous parlez d'argent. Oui, je parle d'économie, oui. Pas seulement d'argent. Évidemment, quand l'économie se porte mal, mais ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans la tête de nos dirigeants, ni de la plupart des commentateurs. Quand l'économie se porte mal, évidemment, les finances publiques se portent mal. Bon, vous pouvez être le meilleur gestionnaire de finances publiques, ça ne change rien. Donc là, de toute façon, oui, il nous faut un budget.
Oui, il nous faut éviter un nouveau gouvernement tombe. Bon, alors la solution des ordonnances est à mon avis impraticable parce que c'était revenir au projet initial, et le projet initial était insupportable. Alors là, pour tout le monde, et, bon, même si on C'était faisait... le projet à 14 milliards d'impôts supplémentaires. Mais oui, mais c'était fou. D'ailleurs, le grand problème du gouvernement était celui-là, c'est qu'il a dû repartir de la matrice présentée par François Bayrou, et il n'avait pas le temps matériel de reconstruire la totalité d'un budget. Donc voilà, on est dans cette situation. Bon, elle est très, très mauvaise. Alors pas parce qu'on a laissé de côté la réforme des retraites pour un temps. Moi, j'ai toujours été contre cette réforme. Les réformes d'âge sont des réformes injustes, inacceptables, et ça n'a toujours pas passé chez la majorité des Français. Donc celle-là, il faut la remettre à plat. Sinon, ça continuera à empoisonner la vie politique. Mais ça, c'est le problème de la campagne présidentielle. Ça ne peut pas se traiter à un autre moment. Donc, c'est-à-dire qu'on continuera comme ça, cas un cas, avec des compromis. On va marquer une pause. Le compromis, ça fait partie. Et le problème, c'est la compromission. Le compromis, lui, il fait partie de la vie démocratique. Parce qu'il y a une contrainte terrible dans la démocratie. Elle est politique et on ne peut pas s'en débarrasser de cette contrainte. Des conséquences, effectivement, qui sont plus grandes que le seul budget. Et on va parler aussi d'Emmanuel Macron, de sa relation avec Donald Trump. Ce sera juste après la pause. Restez avec nous dans Punchline sur Europe 1. Écoutez, Donald Trump qui parlait effectivement de la résistance des Européens face à l'affaire du Groenland. Je ne pense pas que les Européens vont trop résister. Il faut qu'on ait le Groenland, il faut qu'ils le fassent. Ils ne peuvent pas le protéger. Le Danemark, ce sont des gens formidables. Et je connais les dirigeants, ce sont des gens très bien. Mais ils n'y vont même pas. Et vous savez, parce qu'un bateau y allait il y a 500 ans, puis est reparti, ça ne vous donne pas un titre de propriété. Donc nous en parlerons avec les différentes parties. Ça vous fait rire, Jean-Michel ? Bah oui, parce qu'il a un sens de la provocation qui est incroyable. Et moi, ce qui me frappe le plus dans l'attitude de Macron, c'est qu'en fait, à chaque fois que Trump provoque, Macron saute à pieds joints. Et au lieu de se taire. Au lieu de se taire et de laisser décanter un peu les choses, il réagit, ou plutôt il surréagit. Toujours. Ce qui fait aggraver les choses. Oui, bien sûr. On l'a vu ce week-end avec son instrument anti-coercition de l'UE. On le voit aussi sur le Conseil de paix. Il y a toujours une surréaction, ce qui fait que finalement, il se retrouve toujours un petit peu contredit par les faits. Et donc voilà. Alors, il réagit, et effectivement, puisque Donald Trump a également publié le SMS que Macron lui avait envoyé sur si tu veux, on peut organiser un G7, viens dîner à Paris, on en parle, la paix en Ukraine, etc. Et voici ce que dit Emmanuel Macron après justement cette affaire du SMS. J'assume tout ce que je fais, j'ai pour habitude d'être cohérent entre ce que je dis à l'extérieur et ce que je fais de manière privée. Voilà. C'était peut-être un manque de courtoisie envers vous. Je vous laisse qualifier la chose. Mais vous discutez avec Trump ici encore cette semaine ? Non, puisque je crois comprendre qu'il arrive ce soir ou demain et moi je pars ce soir. Mais comme je l'ai dit, je lui ai proposé, il y a une instance de coordination qui est pertinente et que la France préside cette année, qui est le G7, et donc ça peut être une occasion, mais après je pense qu'il faut nous être extrêmement calmes et rester là où nous sommes, et en particulier sur l'agenda économique, continuer d'avancer pour plus de croissance en Europe, défendre nos intérêts quand les règles ne sont pas respectées, et puis être aux côtés de nos amis danois quand ils sont bousculés. Rester calme, c'est le cas de le dire, Henri Guénaud. Ils vont se croiser à Davos. Là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, comme on disait jadis, c'est-à-dire qu'il est tout sauf calme. Voilà, si au moins il était calme. Non, il ne peut pas s'empêcher de surréagir, comme vous le disiez il y a quelques minutes, sans avoir les moyens de sa surréaction. Donc ça, c'est la meilleure façon de ne rien obtenir, et même de s'humilier soi-même, et ça dit en passant, d'humilier aussi le pays qu'il est censé gouverner. Voilà, mais entendre Emmanuel Macron dire il faut rester calme, c'est quand même hallucinant. Est-ce que demain, vous pourrez tous lire le JD News qui en une titre Emmanuel Macron, un président à bout de souffle. Est-ce que, voilà, on a fait une enquête là-dessus, est-ce qu'on est vraiment au bout du bout, Henri Guénaud ? Non, on a déjà dépassé le bout. Ah d'accord, oui. Déjà Vous dépassé êtes le encore bout, plus loin que on a déjà ce que je dépassé pensais. le bout. Maintenant, voilà, s'il s'en va demain matin, on a une élection présidentielle en 30 jours, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe ? C'est une catastrophe parce qu'il n'y aura pas de débat. Mais le débat, il n'a pas eu lieu déjà. C'est quelques mois. Non, ça n'a rien à voir avec un débat. Est-ce que les Français ne sont pas suffisamment
suffisamment éclairé Non. sur les Non. enjeux? Ah non, si quelqu'un trouve que le débat tel qu'il est aujourd'hui permet d'éclairer les Français, alors vraiment c'est... Ça fait déjà 2 présidentielles qu'on nous vole, Tu entre celle de 2017 à cause de l'affaire Fillon absolument. et celle de 2022 avec la guerre en Ukraine. Honnêtement, si celle de 2027, on se la fait voler avec une élection, une campagne en 30 jours, Je suis parfaitement d'accord. je suis complètement d'accord avec vous. Une élection présidentielle, c'est le moment clé du débat public et c'est ce qui nous Je a vais vous manqué. dire, Si nous ratons Oregano. encore ce rendez-vous démocratique, la suite ne se passera pas dans les urnes. L'issue Non. ne se trouvera mais pas dans les exactement. urnes. Il faut bien comprendre que l'enjeu, il est énorme. En- énorme Jean-Christophe pour la démocratie. Gallienne. Vous avez déjà dit quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on a une finale presque programmée en 2027, mais pour l'instant, elle est programmée. Oui, elle n'est que Rassemblement programmée. national, LFI. Bon, vous avez déjà une capacité pour les autres de se mobiliser autour de ça. C'est clair que ça a été la chance de... Vous parliez de la fin d'Emmanuel Macron, c'est sa chance finalement. Maintenant, on est arrivé presque trop près de l'élection présidentielle en 2027. Et je vous le dis avec l'étape institutionnelle et électorale qui est celle des municipales, cette architecture-là, encore une fois électorale, lui permet de se dire finalement je finis mon mandat. Moi, je suis moins optimiste que vous sur l'idée qu'il est neutralisé. Je pense même qu'on aura des interventions d'Emmanuel Macron Ah, pour mais le pas coup. neutralisé. Hein, Des interventions assez fortes d'ici l'élection présidentielle, que ce soit sur le plan institutionnel, peut-être réformatoire, peut-être je ne sais pas comment, mais en tout cas je le vois mal s'arrêter, ne rien dire dans cette période-là, vu ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc oui, il faut aller au bout de la campagne. Non. Et j'étais de ceux qui disaient même un modèle de dissolution, plus le changement évidemment, parce qu'on était encore dans un moment différent. Là maintenant, on est trop près de 2027 pour qu'on bascule là-dedans. On a besoin de ce grand débat qui nous a été volé effectivement au moins une fois, deux fois, une fois et demie on va dire. Et donc qui est derrière en plus avec une dissolution cette fois-ci qui elle était alors particulière. Et donc je crois que ce pays a besoin effectivement de ce rendez-vous. Ça veut dire, et vous avez raison de le dire par contre sur la fin, c'est qu'il ne se passera rien. C'est-à-dire que dans la période de cet intervalle, C'est si vous voulez, l'image de la voiture les avec un choses pneu sont crevé. gelées, déterminées. On de essaye cette d'aller manière-là, tout doucement jusqu'à la station oui, essence. avec l'accord de tout le monde, parce que soyons clairs, beaucoup de travail a été fait sur ce budget, mais pour rien à la sortie, puisqu'il sera imposé au 49.3. Et en réalité, tout le monde aujourd'hui est parti dans l'agenda électoral, et c'est très vrai. Et tout le monde est assez d'accord sur l'idée que l'agenda maintenant c'est 2027 et pas autrement. Reste le risque Oregano. d'un accident à l'international. Voilà, parce que Par exemple. par exemple, la guerre en Ukraine peut dégénérer. Les rapports avec les États-Unis peuvent aussi dégénérer. souhaitons J'y pas, crois ne le moins, souhaitons pas. mais toujours, un accident est toujours possible. Un emballement est toujours possible. Et après, il est extrêmement difficile de rattraper les choses. Voilà, je pense qu'on est dans Et un un monde... emballement est possible à cause d'un mot de trop. Oui, à cause d'un mot de trop, d'un C'est geste, connu dans la diplomatie. d'un geste de trop. Voilà, à cause d'un accident. Voilà, imaginez, enfin, il peut y avoir des accidents partout dans le monde aujourd'hui, et en particulier dans les zones de grande tension politique. Je pense à l'Ukraine et évidemment aux États-Unis et au Groenland. Parce que le Groenland, l'affaire de la protection militaire du Groenland est une blague. C'est une blague. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a les minerais, il y a les terres rares. Mais ça nous dit quelque chose sur le monde qui vient. C'est-à-dire qu'on estime que les réserves sont probablement d'une 30aine de millions de tonnes de terres rares, ce qui ferait du Groenland, alors difficile à exploiter pour l'instant. Mais le jour où vous avez un problème de sécurité d'approvisionnement, le coût de l'exploitation, il passe vraiment au second rang. Donc dans le monde qui vient, assurer la sécurité de ces approvisionnements dans ces domaines absolument stratégiques qui touchent tout, l'industrie, le militaire, et donc l'indépendance et la sécurité des États, c'est devenu un sujet majeur. Voilà. Et ce que fait Trump de ce point de vue-là, s'il arrive à mettre la main sur le Groenland, est tout à fait rationnel. C'est dans le monde tel qu'il est. Et il faut en tirer les conséquences pour nous, savoir comment nous allons arriver à sécuriser nos approvisionnements, parce que nous sommes très peu dotés de ces matériaux, de ces métaux stratégiques. Voilà. Donc comment va faire l'Europe, comment va faire la France. On n'est même pas en train de faire le parallèle ou le bras de fer avec Trump pour aller sur le Groenland. On est en train de dire attention, c'est un territoire qui doit avoir sa souveraineté. C'est le mérite de Trump. Moi, je trouve que, si vous voulez, par rapport à une administration démocrate qui, pour beaucoup d'aspects, se comportait à peu près de la même manière, mais en grand silence. C'est-à-dire qu'on peut vous faire les poches. Les en démocrates vous ne sont pas allés conquérir non, mais attendez, les démocrates, oui, mais parce que si vous regardez le texte de 1951, il n'a pas besoin de ça. Entre 1951, entre les États-Unis et à ce moment-là le Danemark via l'OTAN, vous vous retrouvez dans la possibilité de faire ce que vous voulez sur le plan militaire. Ils ne l'ont jamais fait parce qu'il n'y a jamais eu aucune menace pour l'instant. Donc ils pouvaient aller jusqu'à un grand nombre de bases, ça n'a jamais été fait, il n'y en a toujours qu'une. Sur le terrain économique, ils ont un droit d'accès prioritaire qui est largement mobilisable. Donc en fait, ce qui est demandé, c'est de passer de l'accès
quasiment comme on le souhaite à la propriété. C'est un sujet qui, encore une fois, met au moins la carte sur la table, et ça, c'est la force de Trump pour nous. Si nous nous réveillons, si nous sommes capables de réagir par rapport à ces provocations, effectivement, des provocations qui n'exigent pas de la provocation en retour, mais quelque chose qui est beaucoup plus, encore une fois, stratégisé, eh bien, on a la possibilité de continuer à vivre. J'ai peur, pour le coup, j'ai moins peur du conflit, qui généraliserait sa présence jusqu'en France, à l'idée qu'on pourrait disparaître, dans l'idée qu'on ne serait pas capable, ni collectivement, ni individuellement, de réagir à ces actes qui ne sont pas seulement ceux de Trump. L'occupation territoriale, si vous voulez, par là, allez faire un tour dans le Pacifique et vous verrez que la Chine, depuis très longtemps, a pris non pas la propriété, mais l'accès contrôlé de pratiquement toutes les îles. Il leur reste la Nouvelle-Calédonie, ce qu'ils ont essayé de faire avec la dernière fois. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. Coup de duel. Le problème, quand même, c'est que Donald Trump nous tend des pièges et qu'on tombe dedans. Mais quand je dis on tombe dedans, je vais d'abord commencer par parler des pièges de Donald Trump. Moi, si vous voulez, j'avais pas de problème avec le discours de J.D. Vance à Munich. Je trouvais que le diagnostic sur la chute de la civilisation européenne était quand même assez difficilement contestable. J'ai même pas vraiment de problème avec le document stratégique des États-Unis pour l'année, parce que les États-Unis réfléchissent d'abord avec la défense de leurs intérêts propres n'est pas une surprise. Il n'y a que ceux qui idéalisaient le mandat d'Obama ou Biden qui ont obligé qu'ils étaient quasiment autant va-t-en-guerre que Donald Trump. Maintenant, il y a ce côté erratique dans la diplomatie. Il y a ce côté où justement, il piétine aussi une partie de l'histoire des alliances des États-Unis. Il y a ce narcissisme qui rend la discussion extrêmement compliqué. On va pas quand même. Moi, je fais pas de Donald Trump la personnalité la plus enviable de la terre. Mais le problème, c'est qu'on oppose à ça cette puissance civile qui est une espèce d'oxymore absolu. En fait, Emmanuel Macron, en étant le président des déclarations, en étant le président du rappel du droit international, en étant le président de l'organisation de sommets qui n'aboutissent à peu près rien, est en train de construire, lui comme certains autres dirigeants européens, le concept de puissance civile qui, une fois de plus, est une oxymore, parce que sans les moyens qui vont avec, il n'y aura pas de discussion possible, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de changement de pied. Emmanuel Macron est quelqu'un qui montre les muscles, mais qui oublie de passer par la salle de sport d'abord. Or, aujourd'hui, étant donné ce que sont les rapports de force, c'est évidemment une méthode qui est vouée à l'échec à terme. Ouais, je crois que vous pouvez aller plus loin sur l'idée qu'il y a une dangerosité maintenant. Je pense qu'au-delà du Groenland, qui est presque de la diplomatie d'entertainment, on a aujourd'hui un objet qui, lui, est un format hybride très nouveau, une sorte de privatisation de l'ONU que vous croiseriez avec Davos. Le Conseil de paix qui est en train d'être mis en place, pour le coup, et j'entends ça. Un milliard le droit d'entrée, présidé à vie. On n'y est pas quand même. Non, mais présidé à vie par Donald Trump. Avec des accès. Non, mais attends, après, il est vivant, donc très au-delà de l'affaire, qui géographiquement peut s'intéresser à tout et à contraire. Les entreprises qui sont à Davos, comme par hasard, où il va demain, qui ont commencé à être prospectées, sont capables non pas de rentrer au board, mais sont capables de le financer. Ça, c'est un sujet qui dépasse largement, et qui dépasse largement même le droit international, évidemment, mais aussi le droit interne américain. Il s'affranchit totalement de ce qui est le droit fédéral américain, il s'affranchit de la Cour suprême, de la Banque centrale américaine. C'est quelque chose qui est étonnant, et là, c'est un vrai défi, beaucoup plus que le Groenland. Merci beaucoup Henri Guénaud d'être passé par les studios d'Europe 1.